Bonjour, bienvenue à ce web journal du mercredi 18 mars. Tout d'abord, mon collègue Christophe Lavoie-Racine a fait le tour des unes des principaux journaux. Bonjour Christophe. Bonjour Arnaud. Tout d'abord, Christophe, du côté du quotidien, Sylvain Gaudreau a annoncé qu'il appuiera la candidature de Bernard Drainville à la course à la chefferie du Parti québécois. Oui, tout à fait. C'est le journaliste Stéphane Bégin qui signe ce texte du quotidien. Le député de la circonscription de Jonquière, Sylvain Gaudreau, dit avoir réfléchi longtemps avant de jeter son dévolu sur un candidat à la chefferie. Au départ, il disait peut-être qu'il resterait neutre. Finalement, c'est Bernard Drainville qui l'a choisi d'appuyer parce que, selon lui, c'est l'homme qui fera le plus avancer ses idées, qui sont l'environnement et la social-démocratie. Il dit aussi que c'est l'homme qui ferait le plus avancer le Parti québécois, selon lui. Donc, il n'appuiera finalement pas son collègue de la région, Alexandre Cloutier. Toutefois, il a hésité longtemps entre les deux hommes et c'est ce qui a fait que sa réflexion a été si longue. Sylvain Gaudreau est une des dernières têtes d'affiche du parti à jeter son dévolu sur un candidat à la chefferie. Il devrait faire l'annonce officielle aujourd'hui. Et Bernard Drainville, il faut savoir, compte maintenant 6 appuis de ses collègues députés. De son côté, Le Devoir parle de la Fédération des médecins spécialistes du Québec et du ministre de la Santé, Gaétan Barrette, qui se livre à une guerre ouverte. Tout à fait, Arnaud. C'est la journaliste Jessica Nadeau qui nous en fait le récit. Le tout s'est passé lors de la présentation sur le projet de loi 20 qui a eu lieu hier à l'Assemblée nationale. Il y a eu un duel verbal entre Gaétan Barrette et la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, Diane Franqueur. Diane Franqueur a accusé Gaétan Barrette d'avoir changé d'idée depuis son départ de la FMSQ. Il faut savoir que c'est lui qui occupait le poste de Diane Franqueur avant son départ en politique. Donc, l'ancien président se fait maintenant dire que la FMSQ ne changera pas d'idée, contrairement à lui. En fait, ils se sont lancés un peu des flèches pendant tout le long du duel. Et le président de la commission, Marc Tanguay, est intervenu après seulement 30 secondes de l'événement. Et le projet, il faut savoir, vise à imposer des pénalités financières aux médecins qui ne respecteront pas les quotas. Et rapidement, Christophe, les syndicats ne joindront pas les étudiants dans leur lutte, selon le journal La Presse. Oui, c'est la journaliste Louise Leduc qui en parle dans La Presse. Les syndicats ne joindront pas, en effet, les associations étudiantes dans leur tentative de grève sociale. La CSQ, la FTQ et la CSN ont peur, en fait, ils ne veulent pas faire partie des grèves illégales pour des raisons évidentes. En fait, elles ne veulent pas avoir à payer des amendes salées qui seraient générées par de telles actions. Donc, chacun de leur côté, ils vont participer au règlement de leurs propres problèmes tout en restant solidaires, selon eux. La CSQ ne se dit pas prête à la grève sociale et non plus à la grève illégale, comme je l'ai dit. Le comité Printemps 2015 a réagi. Il dit que c'est une erreur de la part des syndicats de ne pas se joindre au mouvement étudiant, mais qu'il comprend la réalité des syndicats. Les syndicats vont toutefois participer à des manifestations les 2 et 11 avril ainsi que le 1er mai. Et en quelques mots, Christophe, dans son édition du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Journal de Québec annonce que les 3 MRC du Lac-Saint-Jean prendront d'assaut le web. Oui, les 34 municipalités du Lac-Saint-Jean et la communauté de Mastéiatche ont investi plus de 200 000 $ cette année dans Destination Lac-Saint-Jean, qui est l'outil promotionnel de la région. Cet outil promotionnel veut s'impliquer davantage sur les réseaux sociaux et veut actualiser son site web. C'est un plan sur 1 an qui sera évalué dans 1 an. Merci, Christophe. Ça fait plaisir. Le nouveau groupe médiatique Capital Média a fait l'acquisition de tous les journaux régionaux du groupe GESCA, dont fait partie Le Quotidien et Le Progrès Dimanche. Capital Média est entre autres mené par l'ancien ministre libéral Martin Cauchon. La Presse est le seul journal de GESCA à ne pas faire partie de la transaction. La Coalition des associations de consommateurs du Québec exhorte le gouvernement Couillard à cesser ses coupes et ses hausses de tarifs pour aider la classe moyenne. Son représentant Éloi Bureau a fait cette déclaration ce matin devant les membres du Cercle de presse du Saguenay. Véronique Bissonnette, la coalition espère obtenir de l'empathie et de l'écoute de la part des élus. Oui, comme l'a mentionné le coordonnateur Éloi Bureau, le gouvernement est majoritaire, raide, voire autoritaire. Alors, c'est certain qu'ils veulent atteindre les élus. Et si la déclaration n'a pas l'effet escompté, ils vont poursuivre leur mobilisation. On écoute M. Bureau à ce sujet. On mène un blitz parce que c'est le bon timing pour le faire, mais nos positions politiques, aussitôt qu'on a la chance de les mettre de l'avant, on l'a fait, puis on le fera encore pour les années à venir. C'est donc la classe moyenne qui est directement affectée par les mesures d'austérité du gouvernement.
Oui, la directrice du service budgétaire de Lac-Saint-Jean-Est, Sophie Racine, affirme qu'elle reçoit de plus en plus de clients pour leurs consultations budgétaires. Et spécialement cette année, ce sont des personnes avec emploi, comparativement aux années précédentes où c'était des gens avec la sécurité du revenu. On peut comprendre que la classe moyenne ne peut plus se permettre une hausse des tarifs et certaines coupures dans les services publics. Et d'ailleurs, étant travailleuse sociale de formation, Sophie Racine a illustré la situation grâce au jeu qui bloque. On la regarde. Bâton, ça représente le filet social, les mesures les aides de dernier recours, les politiques sociales et tout ça. Qu'est-ce qui fait que la société se tient? Elle a donc mis en scène différentes situations impliquant les mesures d'austérité et leurs conséquences directes sur les ménages. Elle a cité en exemple la hausse des frais chez Hydro-Québec, les frais reliés à l'alimentation, aux garderies et à l'assurance auto qui sont en hausse et bien d'autres. Et d'ailleurs, les billes du jeu qui tombaient lorsqu'elle retirait les bâtons représentent les bombes qui tombent directement dans les familles d'aujourd'hui, finalement. En terminant, Véronique, la coalition a proposé des alternatives afin d'éviter de poursuivre dans cette direction. Oui, selon Éloi Bureau, il est encore temps de ne pas commettre l'irréparable. Par exemple, il faudrait hausser le taux d'imposition aux entreprises qui est actuellement de 3,9 % et aux particuliers moins nantis. Enfin, ce ne sont que quelques exemples et je peux vous assurer que la coalition compte faire gagner son point de vue dans les années à venir. Merci, Véronique. Ça fait plaisir. Le mauvais temps d'hier a frappé les automobilistes sur les routes de la région. On dénombre un total de 33 accidents, le plus important ayant eu lieu à Alma sur le chemin Saint-Alphonse, alors que 2 carambolages impliquant 18 véhicules se sont déroulés à moins d'1 kilomètre. Au total, 4 personnes ont été blessées et plusieurs routes ont été fermées. L'Université du Québec à Chicoutimi a annoncé que les dépenses de ses employés devront dorénavant toutes être approuvées par son recteur, Martin Gauthier. Ces mesures surviennent à la suite des allégations incriminantes entourant les allocations de dépenses et de frais de représentation des employés de l'UQAC. Cette procédure est temporaire. Elle sera en place jusqu'à l'adoption des mesures permanentes en mai ou en juin. Une trentaine d'enseignants de la région ont demandé le soutien de la commission scolaire de la Jonquière afin de faire valoir leurs revendications contre les mesures d'austérité du gouvernement de Philippe Couillard hier lors de la séance des commissaires. Frédéric Marcoux, le ton a monté lorsque la présidente du syndicat, Nicole Aymon, s'est adressée au président Éric Bergeron. Effectivement, Arnaud. Elle a été très insultée lorsque Éric Bergeron, le président du conseil, lui a dit qu'il n'était pas en mesure de porter une action concrète puisque les discussions se déroulent au niveau national. Elle croit que la commission scolaire de la Jonquière est en mesure d'agir comme toutes les commissions scolaires au Québec. Et justement, sa brassière, on peut l'écouter. Je trouve ça assez insultant ce soir de recevoir ça, parce que c'est vraiment à votre niveau que ça se passe. Et vous avez des représentants sur ces tables-là. Quelles sont les demandes des enseignants? En fait, les demandes des enseignants, il y en a plusieurs. Je vais te présenter un petit peu d'abord les plus importantes. D'abord, le gouvernement Couillard souhaite augmenter le nombre d'heures des enseignants, faire passer de 40 heures à 48 heures et souhaite un petit peu réduire le service offert aux élèves en difficulté. Donc, pour les enseignants, c'est vraiment difficile d'accepter ça puisqu'ils souhaitent assurer un bon succès pour les étudiants. Ils souhaitent justement pouvoir garder la même qualité de travail. Et malgré la réponse d'Éric Bergeron, est-ce que les enseignants gardent espoir? Oui, Arnaud, c'est un aspect que j'ai abordé avec Mme Nicole Aymon. Elle m'a dit justement que s'il n'y avait pas d'espoir, elle ne serait pas là. Donc, pour elle, c'est vraiment important de garder la tête haute là-dedans et d'espérer faire une différence pour le bien de tous les citoyens du Québec. On peut l'écouter encore une fois. On garde espoir parce que sinon, on ne serait pas là. Mais c'est sûr que, puis on veut aussi faire adhérer toute la population parce que, oui, c'est eux. Le Conseil des commissaires, c'est aussi le symbole de la population. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de protestation à prévoir, oui? En fait, Arnaud, il va en avoir à toutes les semaines. J'ai parlé avec quelques enseignants. Ils n'ont pas voulu avancer quoi que ce soit, mais ce qu'ils m'ont dit, c'est sur une base quotidienne, à toutes les semaines, il va y avoir quelque chose qui va se faire pour essayer de faire changer les choses. Merci, Frédéric. Ça fait plaisir, Arnaud. Le premier ministre Stephen Harper a beaucoup fait parler de lui hier avec sa déclaration sur le port d'armes à feu au Canada. M. Harper a déclaré être favorable à l'autodéfense par les armes à feu pour tous les citoyens. En réaction, mon collègue Jérémy Legault s'est entretenu ce matin avec le député néo-démocrate de Chicoutimi-Le-Fjord, Danny Morin. Danny Morin, bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, croyez-vous que cette déclaration que M. Harper a faite ce matin vient renforcer l'état de peur qui est en train d'instaurer en ce moment au Canada? Oui,
Et non seulement ça, mais je le dénonce, cette attitude du gouvernement conservateur de vouloir faire peur aux gens, de vouloir mettre en question là, leur sécurité au sein de leur propre maison. Car si on regarde au niveau des dernières années, là, 20 ans et plus, il y a une baisse du taux d'homicide au Canada. Alors, les corps policiers font leur travail, autant en prévention qu'en intervention. Les gens sont en sécurité à la maison. Alors, lorsqu'on a un premier ministre qui dit que sa femme a besoin d'avoir un fusil à la maison parce qu'elle vit en milieu rural et qu'elle craint pour sa sécurité, bien là, ça vient faire peur aux gens. Et ça, c'est vraiment là, quelque chose qui est inacceptable. Et puis, vous qui avez quand même craint votre vie en octobre dernier avec l'attaque du Parlement, est-ce que vous croyez que donner les armes aux citoyens, c'est une solution à la violence qu'on connaît dans les derniers mois? Au contraire, puis ça viendrait même empirer la situation. On a seulement qu'à regarder là, du côté des États-Unis, où est-ce que c'est un droit là, constitutionnel d'avoir une arme de protection. On voit qu'aux États-Unis, il y a beaucoup là, de taux d'homicide, de suicide et même d'accidents. On a seulement qu'à regarder là, le 30 décembre 2014, il y a l'histoire du jeune, de l'enfant de 2 ans qui a malheureusement tiré et tué sa mère dans un Walmart. Les armes de protection là, ne devraient pas là, faire leur entrée au Canada. On laisse le travail aux policiers pour faire leur travail. Et puis, certains considèrent M. Harper comme irresponsable d'avoir fait une déclaration de la sorte. Est-ce que vous en faites partie? Oui, puis non seulement je trouve ça inacceptable, mais je trouve que Denis Lebel, justement, devrait aussi dénoncer ses propos plutôt que de banaliser la situation. C'est très, très grave lorsqu'on a un premier ministre du Canada qui fait peur à la population. On le voit Stephen Harper essaie de faire peur avec la notion du terrorisme au Canada, donc de dire qu'on doit augmenter la sécurité, qu'on doit se protéger contre les forces extérieures. Mais là, il va vraiment encore plus loin en disant qu'on n'est même pas en sécurité dans nos propres maisons. Et ça, c'est vraiment là, faire peur aux gens pour des raisons électoralistes. Et puis, est-ce que vous croyez que tout ça, ça vient appuyer un petit peu là, son idée d'apporter le projet de loi C-51? Oui, c'est vrai que ça vient le renforcer, mais au-delà de ça, on voit vraiment que les valeurs de Stephen Harper, si ce serait juste de lui, chaque Canadien pourrait avoir une arme sur lui. Donc, moi, je vois vraiment que c'est une tendance là, de Stephen Harper d'américaniser le Canada. Les républicains de George Bush, je pense que c'est les fidèles alliés des conservateurs au Canada. Puis personnellement, je ne veux pas que le Canada s'américanise comme ça. Eh bien, on va changer dans un tout autre ordre d'idée, on va changer de sujet qui est un petit peu plus près de chez nous. Donc, le dossier des douanes à Bagotville qui traîne depuis quand même un certain temps. Bon, en 2013, il y a eu finalement un petit gain de cause avec les douanes restreintes pour les vols de 30 passagers et moins. Et là, tout récemment, vous revenez à la charge avec le dossier. Pourquoi vous tenez tant à avoir des douanes à Bagotville? Parce que c'est un outil de développement économique touristique. On sait que notre région est très prisée là, par les touristes étrangers, particulièrement les Français, les Belges, les Suisses, qui veulent venir au Québec découvrir le Québec nature, le Québec d'aventure. Contrairement à Montréal, qui est très la grande ville, et la ville de Québec, qui est très patrimoniale, très historique, les touristes étrangers qui veulent venir dépenser leur argent au Québec, dans la nature, veulent venir au Saguenay, mais le fait qu'on n'a pas de douane rend cela très, très difficile lorsque les touristes sont en vacances pendant une semaine et qu'ils doivent dédouaner à Québec, Montréal. Sont très peu intéressés là, à faire la route ou à faire l'autobus pour venir dans notre région. Alors, il faut avoir cet outil-là pour le développement économique. On a eu un projet pilote, mais maintenant, il faut passer à la prochaine étape, qui est d'avoir les douanes complètes. Et justement, qu'est-ce qui fait en sorte que le dossier traîne depuis aussi longtemps? Malheureusement, on voit que Denis Lebel, à chaque fois qu'il commente le dossier, rabaisse le projet, le dénigre. Son argument principal, il indique que ça va créer une exode des capitaux là, pour que les gens aillent dépenser leur argent dans le Sud. Je trouve que c'est un argument qui est pas valide. Les gens qui veulent aller dans le Sud, ils vont déjà. Mais au contraire, justement, il faut permettre à ces étrangers-là de venir autant en été qu'en hiver, parce qu'on est quand même le paradis de la motoneige. Il faut permettre à ces gens-là de pouvoir venir au pays. Et c'est un projet qui est appuyé par les acteurs politiques et économiques de la place, dont le maire Jean Tremblay. Mais il y a certaines personnes qui disent que la demande, c'est-à-dire que le nombre de personnes qui utiliseraient ces douanes-là ne serait pas suffisant pour la grandeur du projet. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bien, c'est pour ça que je trouve qu'il faut y aller par étapes. Un autre projet pilote, mais qui serait sur une plus longue période de temps et qui serait aussi qui permettrait des avions de plus grande taille. On s'entend qu'un avion de 30 passagers, ça ne va pas être très, très rentable de traverser l'Atlantique pour venir ici. Par contre, le directeur de l'aéroport
précédents, M. Dufour et le maire de Saguenay, ont fait des études de marché, connaissent des agences de voyage européennes qui veulent venir s'installer, qui veulent venir là, et faire affaire au Saguenay. Alors, il faut donner la chance avec un autre projet pilote qui va permettre des avions plus gros de touristes étrangers de venir dans notre région. Et justement, vous avez mis en ligne une campagne avec une pétition pour appuyer le mouvement. Jusqu'à maintenant, comment ça se déroule? Bien, ça va très, très bien. La campagne onveutdesdouanes.ca est active depuis 2012. Justement, on a été très, très contents à ce moment-là, en 2012, d'avoir autant l'appui de la population qui nous a permis, entre autres, d'avoir le projet pilote qui a duré 1 an. Maintenant, on ravive le projet parce que, justement, il faut passer à la prochaine étape, qui est d'avoir des douanes complètes. Et alors, écoute, les gens sont convaincus. Il y a seulement Denis Lebel et le gouvernement conservateur qui s'obstinent à mettre des bâtons dans les roues et à refuser ce projet de développement économique touristique. Alors, je pense qu'il faut une vision claire pour l'avenir. Eh bien, merci beaucoup, M. Morin. Plaisir. Alors, je m'entretenais avec le député fédéral du NPD dans Chicoutimi-Le-Fjord, Danny Morin. À vous, Arnaud. Le comité des luttes étudiantes du cégep de Jonquière s'implique dans le combat contre l'austérité du gouvernement québécois. L'association cherche actuellement à organiser une journée de grève étudiante. Julie Labasseur, les actions de l'association étudiante visent la manifestation nationale du 2 avril. Oui, en effet, Arnaud, tel que me l'a expliqué le responsable du comité des luttes étudiantes de Jonquière, Émile Brassard, l'objectif de la grève serait de permettre au plus grand nombre d'étudiants possible de prendre part à la manifestation nationale du 2 avril. La manifestation en question est une initiative de l'Association pour une solidarité syndicale étudiante et elle aura lieu au centre-ville de Montréal. Où en est le comité dans ces démarches? Pour l'instant, le comité de lutte étudiante de Jonquière a fait signer une pétition qui a récolté plus de 50 signatures pour la tenue d'une assemblée générale extraordinaire mercredi prochain, le 25 mars. C'est au cours de cette assemblée que les étudiants pourront délibérer puis voter sur la question de la grève journalière du 2 avril. En quoi les étudiants se sentent-ils concernés par les mesures d'austérité? Tel que me l'a expliqué Émile Brassard, les mesures d'austérité au Québec touchent vraiment toutes les facettes de la société, incluant les étudiants, puisque la situation nuit aux services dans les cégeps et affecte les frais afférents. Qu'en est-il de la mobilisation des étudiants au cégep de Jonquière? Selon Émile Brassard, les étudiants sont surtout inquiets pour la plupart quand ils repensent aux événements qui ont eu lieu au printemps 2012. Toutefois, selon lui, il s'agit surtout d'un manque d'informations. On l'écoute d'ailleurs à ce sujet. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont peur que ce soit une grève interminable, mais quand on commence à leur expliquer comment ils sont touchés par les mesures d'austérité et que c'est uniquement une grève journalière qui est... les étudiants, je pense qu'ils sont plus rassurés puis ils ne voient pas ça d'un mauvais œil. Est-ce que le comité prévoit d'autres actions pour contester l'austérité? Pour l'instant, le comité se concentre sur la sensibilisation, mais il prévoit une manifestation régionale au mois d'avril. Merci, Julie. Ça fait plaisir. Au sport, la Ligue nationale de hockey pourrait bien changer la formule des périodes de prolongation dès l'an prochain. Les directeurs généraux des 30 équipes ont accepté à l'unanimité pour que les périodes supplémentaires se déroulent à 3 contre 3 plutôt qu'à 4 contre 4. La formule exacte reste à déterminer. Les joueurs et les gouverneurs doivent entériner les changements. Les Saguenayens de Chicoutimi concluront leur saison régulière en fin de semaine alors qu'ils disputeront 2 matchs aller-retour face aux Dracars de Bécomo. Ces 2 parties seront déterminantes pour les Sags qui peuvent toujours espérer terminer aussi haut que le 13e rang au classement général. 6 points séparent la 13e et la 16e position, dernière donnant accès aux séries. C'est ce qui conclut ce web journal. Merci d'avoir été des nôtres et à bientôt.